notre métropole se distingue souvent au plan national en termes d'innovation sociale et politique dans le domaine de l'habitat. Depuis plusieurs décennies, nos politiques volontaristes ont permis de créer des outils et d'expérimenter des dispositifs qui essaiment parfois au niveau national. Je pense notamment au loyer unique et à l'organisme foncier solidaire, qui en sont les meilleurs exemples. Notre PLH, adopté en 2015, s'inscrit dans la continuité, mais nécessite tout de même de s'adapter à de nouvelles contraintes et aux enjeux climatiques, sociaux et démocratiques toujours plus importants. Le processus de plusieurs mois qui s'ouvre devant nous doit nous permettre de corriger et d'améliorer ce que nous faisons déjà, tout en essayant d'innover sur la méthode, même de cette modification, malgré le contexte sanitaire. Tout d'abord, cette révision du PLH doit permettre à notre métropole de repenser son cadre méthodologique et son diagnostic partagé, en ouvrant plus largement les débats. Vous le savez toutes et tous, nous devons accueillir de plus en plus d'habitants sur notre territoire, et ça, personne ne le remet en cause. C'est un état de fait. Il s'agit néanmoins de penser le rythme de la transformation de nos quartiers et de nos bourgs, avec plus d'équité entre les communes dans la construction de logements, corrélée évidemment à l'impératif de mixité sociale accrue. Nous devons continuer d'écrire notre récit urbain avec et pour ces habitants qui doivent pouvoir être intégrés aux réflexions et aux nouveaux projets de construction. La charte citoyenneté et construction de la ville de Rennes, qui est en cours d'élaboration, est une réponse parmi d'autres à cet enjeu démocratique. Il faut que certaines innovations passent du stade de l'expérimentation à celle du déploiement. Je pense notamment à l'habitat participatif, trop souvent relégué, alors qu'il peut être une réponse à différentes problématiques que nous soulevons. Construire 120 logements en habitat participatif par an à l'échelle de notre métropole est possible, et nous ne pouvons donc faire l'économie d'un véritable schéma directeur en la matière. Nous devons aussi ne pas oublier le renforcement du dialogue avec les communes, qui sont évidemment volontaristes pour la mise en œuvre de nos orientations, mais qui doivent aussi penser et financer la montée en charge de leurs services et équipements publics, sociaux, culturels et commerciaux, parfois avec des difficultés. Une approche systémique de notre politique de l'habitat est nécessaire pour prendre en compte chacun de ces enjeux. Cette semaine, se sont tenus les états généraux de la forêt et du bois, qui ont permis de rappeler que seulement 6% des constructions neuves en France le sont en bois. Plus globalement, la question des matériaux biosourcés est trop souvent négligée. Notre territoire doit, au travers de son PLH, continuer d'être pionnier pour que le secteur du bâtiment et de la construction prenne toute sa part dans la nécessaire transformation écologique. Rappelons que le secteur du BTP produit plus de 70% de l'ensemble de nos déchets. Autant de matériaux qui peuvent être réemployés. La qualité du bâti, le confort des logements et le nécessaire développement de l'économie circulaire doivent donc aller de pair. Nos efforts en termes de rénovation thermique doivent s'accélérer car nous ne sommes toujours pas au niveau de notre PCAET par lequel nous avons souhaité porter le nombre de rénovations à 6 000 logements par an. C'est à la fois un enjeu en termes de défi climatique, car le logement est toujours responsable de 25% des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi de justice sociale, car ce sont majoritairement les habitants les plus modestes qui habitent dans des logements les moins bien isolés. Il faut aussi renforcer nos dispositifs concernant le locatif social. Bien que notre PLH soit effectivement très volontariste, il faut réfléchir à un nouvel équilibre, notamment pour les constructions en dehors des actes traditionnels, pour mettre en œuvre un cahier des charges plus contraignant. L'organisme foncier solidaire, dont nous avons salué la création, est un des outils qui peut permettre de réguler la construction dans le diffus pour limiter au maximum la spéculation. Il doit démultiplier son action. La maîtrise foncière et la garantie de prix d'achat accessible pour les foyers modestes sont des éléments primordiaux d'une politique du logement juste et solidaire. Notre jeunesse, vous l'avez rappelé, chers collègues, ne doit pas être oubliée durant nos travaux autour du PLH. Alors que la précarité étudiante ne cesse de progresser et que l'État reste sourd à une majorité des revendications de la jeunesse, nous devons, à travers notre PLH, permettre de mieux loger celles et ceux qui sont le futur de notre territoire. Les loyers sont trop chers pour beaucoup de jeunes, le nombre de places en CTU trop faible, et des dispositifs comme les colocations Crous sont inexistantes quasiment à Rennes. La garantie logement pour les jeunes exclus des dispositifs existants est aussi une des réponses à apporter. Alors Lyon, Bordeaux, Villeurbanne, Montpellier, Grenoble
Ce n'est pas le classement du top 14 que je vous énonce, mais bien la liste des villes qui s'emparent d'un outil de régulation qui est actuellement absent de nos débats, l'encadrement des loyers. Bien que depuis 5 ans, le groupe des écologistes et citoyens demande à ce que notre métropole se penche sur cette question, elle n'est jamais vraiment mise à l'agenda. Nous souhaitons que cette éventualité soit étudiée et débattue durant ce processus de modification et au sein de cette Assemblée. Nous devons nous donner la possibilité d'expérimenter ce dispositif. Alors, innovation et concertation, transition et régulation, équité et mixité. Nous avons nos boussoles. Les adaptations à la marge ne suffiront pas. Il faut donner un nouveau souffle à notre politique commune du logement. Je vous remercie. Merci.